toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Pour ce mois de novembre, nous avons choisi l'analyse du Dr Julia Treleaven, intitulée Le rachis cervical dans les céphalées de tension. Il y a 3 points clés importants. Le premier, c'est que dans le cadre des céphalées, des déficiences cervicales peuvent se développer ou non, et peuvent être, le cas échéant, liées ou non aux céphalées. Ensuite, le deuxième point, c'est que le traitement doit être pluridisciplinaire et la kinésithérapie multimodale, incluant des traitements ascendants et descendants. Et enfin, le troisième point, il pourrait être utile de traiter les points gâchettes et les articulations cervicales supérieures s'ils reproduisent des céphalées. Alors voyons ensemble les contextes et les résultats. La douleur cervicale dans les céphalées de tension peut être due à plusieurs mécanismes potentiels tels qu'une douleur référée de la tête vers le cou via les noyaux trigémino-cervicales, des déficiences musculo-squelettiques cervicales liées aux céphalées ou une comorbidité. La cervicalgie peut également être liée à une sensibilisation périphérique. Ces différentes causes de cervicalgie ont été récemment identifiées chez des personnes souffrant de migraines, dont seulement 39% environ présentaient un profil de déficience musculo-squelettique cervicale correspondant à celui de personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques cervicales. Première référence. Cet article est une prise de position incluse dans la récente édition spéciale sur les céphalées et les douleurs cervicales de la revue Musculoskeletal Science and Practice Journal. L'objectif était d'examiner les dernières données cliniques et factuelles concernant le rachis cervical et les céphalées de tension. Il s'agit d'un point important car on estime que 26% de la population adulte souffre de céphalées de tension, deuxième référence, et que jusqu'à 90% d'entre eux et d'entre elles font état de douleurs cervicales associées, troisième référence. Par conséquent, de nombreuses patients et patientes souffrent de céphalées de tension et recherchent un traitement pour leur cou. Alors quelles sont les preuves des déficiences musculo-squelettiques cervicales dans le cadre des céphalées de tension ? Cet article examine dans un premier temps les preuves de déficiences musculo-squelettiques cervicales cliniques chez les personnes atteintes de céphalées de tension, à savoir l'augmentation de la posture de la tête vers l'avant, la diminution de l'amplitude des mouvements cervicaux et l'altération du contrôle moteur cervical, telle que l'augmentation de la co-contraction des agonistes, par exemple les extenseurs pendant le test de flexion crânio-cervicale, et la diminution de la force du cou. Cependant, les auteurs insistent sur le fait que l'obtention de tels résultats n'indique pas nécessairement de véritables déficiences, ni que le rachis cervical est la cause des céphalées, étant donné que ces changements peuvent être liés à la douleur et ne sont souvent pas liés aux caractéristiques des céphalées. Ainsi, la pertinence des résultats peut être faible ou peut être une conséquence plutôt qu'une cause ou un facteur contribuant aux céphalées. Alors le rôle des structures cervicales supérieures et de la sensibilisation dans les céphalées de tension. La reproduction des céphalées par une pression manuelle sur les articulations du rachis cervical supérieur et les points gâchettes dans les muscles suggère que ces structures pourraient être une composante des céphalées de tension, mais qu'elles pourraient refléter une sensibilisation périphérique du noyau trigémino-cervical plutôt qu'en être la cause directe. Les muscles les plus concernés sont les sous-occipitaux, le temporal, le trapèze supérieur et le sternocléidomastoïdien. Ces résultats pourraient également être liés à d'autres constatations de sensibilisation périphérique, telles que des seuils inférieurs de douleur cervicale à la pression et des scores de sensibilité plus élevés chez les personnes souffrant de céphalées de tension. Les auteurs ont également souligné que la palpation de ces structures ne permet pas toujours de reproduire des céphalées et qu'il existe probablement des sous-groupes. Alors voyons l'approche de la prise en charge du rachis cervical dans les céphalées de tension. L'article aborde ensuite les données probantes relatives à la prise en charge du rachis cervical dans le cadre des céphalées de tension. Les auteurs insistent sur le fait que la prise en charge doit être pluridisciplinaire et que la kinésithérapie doit être multimodale, y compris ascendante, c'est-à-dire basée sur les tissus, comme la thérapie manuelle et les exercices spécifiques, et descendante, basée sur le système nerveux central, comme des exercices généraux, la relaxation, la thérapie cognitivo-comportementale. Il existe des preuves de l'efficacité de cette approche multimodale dans les céphalées de tension, alors que les preuves de la prise en charge isolée des articulations cervicales supérieures sont contradictoires et ne sont pas recommandées en tant que forme unique de traitement. La thérapie des tissus mous ou le dry needling peuvent être efficaces à court terme, bien qu'il s'agisse de preuves de niveau faible. Il est suggéré que les traitements dirigés vers les articulations et les muscles pourraient être efficaces dans le cas où les céphalées peuvent être reproduites par un examen manuel de ces structures. En outre, le type d'exercice général prescrit pour induire l'hypoalgésie a également été abordé et, bien qu'il existe des preuves en faveur de l'exercice aérobique dans le cadre de la migraine,
Les preuves indiquent que le renforcement musculaire du cou peut être utile dans les céphalées de tension. De façon générale, la préférence des patients et des patientes doit être prise en compte pour améliorer l'observance de tout programme d'exercice. Alors voyons ensemble l'arbre décisionnel proposé pour l'atteinte cervicale dans les céphalées de tension. Dans la dernière section de cet article, les auteurs proposent un arbre décisionnel pour déterminer la pertinence des résultats cervicaux et la prise en charge du rachis cervical dans les céphalées de tension chez un ou une patiente donnée. Il y a une figure 1 que nous décrirons dans un instant, juste avant la fin du podcast. Il et elle proposent de traiter en premier lieu tout point gâchette identifié qui reproduit les céphalées de tension par un traitement des tissus mous, manuel ou dry needling, suivi d'une thérapie manuelle de tout dysfonctionnement des articulations cervicales supérieures reproduisant les céphalées. Enfin, toute perturbation de la posture ou du contrôle moteur peut être traitée, de même que l'exercice aérobique général. Il est important de souligner que le terme cause cervicale doit être réservé aux céphalées cervicogéniques et qu'il convient plutôt d'utiliser le terme composante cervicale lorsque l'on envisage un rôle quelconque du cou dans les céphalées de tension. Alors pour terminer ce podcast, on va décrire ensemble cet arbre décisionnel de la figure 1. Quand vous avez déterminé que le diagnostic était une céphalée de tension, la première chose que vous pouvez mettre en place, ce sont donc, on vient de le dire, les exercices aérobiques. Ensuite, vous faites un examen des points gâchettes et voir si oui ou non ça reproduit les céphalées. Oui, ça reproduit les céphalées, alors vous mettez en place de la thérapie manuelle, du dry needling, comme un traitement des points gâchettes, pour venir traiter les tissus mous. Si vous ne reproduisez pas les céphalées, vous passez à l'étape d'après. Vous faites un examen des articulations cervicales supérieures pour voir si oui ou non ça reproduit les céphalées. Oui, ça reproduit les céphalées, alors vous allez mettre en place des mobilisations des articulations cervicales et de la manipulation de la colonne vertébrale. Sinon, ça ne reproduit rien, vous passez à l'étape d'après. Vous faites un examen du contrôle moteur, du rachis cervical et de la posture de la tête. Et là, vous avez 3 possibilités. Soit vous mettez en lumière une faible performance au test de flexion crânio-cervicale, et dans quel cas, vous mettez en place le traitement approprié. Vous pouvez aussi mettre en lumière le déficit de force cervicale, dans quel cas vous mettrez en place un programme de renforcement de ces mêmes muscles. Et enfin, la 3e option, c'est que vous voyez une augmentation de la coactivation agoniste-antagoniste. Et là, vous pouvez mettre en place un traitement du type tenue relâchée sur différents mouvements cervicaux. Cette analyse d'article est tirée de l'article source Fernandez de las Peñas, Cook, Cleland, Florencio de 2023, The Cervical Spine and Tension Type Headaches dans le Musculoskeletal Science Practice. 3 références citées. La première, Liang, Thomas, Joule, Treveland, Cervical Musculoskeletal Impairments in Migraine dans le Archives of Physiotherapy de 2021. Deuxième référence, Al-Khazali, Kröll, Ashina, Melo Carrillo, Borstein, Amin et collaborateurs, Neck Pain and Headaches, Pathophysiology Treatments and Future Directions dans le Musculoskeletal Science Practice de 2023. Et enfin, troisième référence, Stoffner, Hagen, Linde, Steiner, The Global Prevalence of Headaches, an Update with Analysis of the Influence of Methodological Factors on Prevalence Estimates dans le Journal of Headache Pain 2022. J'espère que vous avez apprécié cette parution de novembre, j'espère que vous en y avez trouvé une pertinence clinique et des outils à mettre en œuvre pour vos céphalées de tension. Quant à moi, je vous retrouve au mois de décembre.